C'est l'instant passion. Fnac. Salutations, aujourd'hui on parle de Sakamoto Days chez Glénat. Taro Sakamoto était un ancien tueur à gages légendaire qui était admiré et craint par tous les criminels. Mais un jour il est tombé amoureux d'une vendeuse de combini et a décidé de se marier et eut un enfant. Et depuis il s'est un petit peu empâté. Aujourd'hui, il gère sa petite boutique familiale pépèrement et personne ne connaît rien sur son passé, jusqu'au jour où Shin, son ancien assistant, le retrouve. Du coup, comment Sakamoto va réussir à protéger sa nouvelle vie? Ouais. Alors déjà, le personnage de Sakamoto est absolument génial. Imagine John Wick qui devient gérant d'un combini. Sauf que Sakamoto, s'il croit John Wick, il va lui mettre deux baffes et lui faire balayer l'arrière-boutique. Ouais, le personnage est badass à ce point-là. Ouais. C'est un manga plein d'humour loufoque et de scènes d'action nerveuses et pyrotechniques où l'extraordinaire côtoie la simplicité du quotidien. Ce contraste rappellera sans doute à certains l'univers de Rumiko Takahashi, notamment avec Ranma 1/2. Un manga qui fait un énorme carton au Japon de par son concept novateur, mais qui a en même temps une petite vibe old school. Et old school, y a pas plus cool. Ouais. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui au menu on va vous raconter une petite histoire. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous se sont toujours posé la question de connaître les origines et les secrets du chakra dans l'univers de Naruto, n'est-ce pas petit chef? Pas vraiment, non. Mais de toute façon, si je voudrais le savoir, il suffirait que je lise le manga, non? C'est pas faux, mais admettons que t'aies la flemme. Bah, je chercherai sur Google, il doit bien y avoir une page wiki qui parle de ça. C'est pas faux, mais admettons que t'aies la flemme de ouf. Bon, oui, là, ok, j'écouterai la vidéo, oui. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter les origines du chakra dans Naruto. Oui. Tout commence avec une race d'extraterrestres qui voyage à travers le temps et l'espace dans le but de détruire des planètes, pour faire cultiver des fruits qui ont pour engrais l'énergie vitale. Ces fruits, une fois consommés, leur permettent de devenir plus puissants et de vivre plus longtemps. C'est pas le scénar d'un OAV de Dragon Ball, ça? Si, carrément, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus une fois, allez la voir. Les extraterrestres ne sont pas des Saiyans mais des Otsutsuki, et ces derniers voyagent toujours par paire parce que le plus faible des deux doit servir de sacrifice pour nourrir l'arbre. Ah mais attends, mais c'est complètement débile, là, ils font comment après? Ils vont chercher un autre gars pour le sacrifier? Et non, parce qu'ils ont un truc qu'ils appellent les kamas. Ah, ça tombe bien, je vends une panneau bouffe-tout sur la place d'Astrub. No arnaque. De quoi? Oh, laisse tomber, t'es trop vieux pour ces conneries. Avant de se donner en sacrifice, un Otsutsuki peut graver un sceau dans un être vivant pour lui permettre de revenir à la vie, en absorbant le corps de la victime, pouvant ainsi servir de sacrifice une nouvelle fois. Mais quoi? Quoi? Pourquoi ils veulent bouffer un fruit pour vivre plus longtemps alors qu'ils peuvent revenir à la vie avec leur kama? Parce que... Ah ok. Un millénaire avant le début de l'histoire de Naruto, deux Otsutsuki sont arrivés sur Terre, Ishiki et Kaguya, dans le but de faire pousser un nouvel arbre. Kaguya était à l'origine destiné à être sacrifié pour nourrir l'arbre, mais s'étant prise d'affection pour la planète et ses habitants, elle décide de trahir son espèce et de sacrifier son partenaire à sa place. Ishiki s'en sortira finalement de peu en se logeant dans le corps d'un moine en prenant possession de son corps comme un parasite. Après ça, Kaguya mangea le fruit du chakra et utilisa ses nouveaux pouvoirs pour lancer le Mugen Tsukuyomi sur l'humanité, pour mettre fin à toutes les guerres. C'est donc dans un monde en paix que Kaguya est considérée comme une déesse bienveillante et protectrice. Cependant, vu qu'elle a trahi son clan, elle doit se préparer aux représailles. Elle se sert donc des victimes du Mugen Tsukuyomi pour fabriquer une armée de mutants appelée Zetsu Blanc, par peur que ses congénères viennent finir le travail qu'elle n'a pas fait. Le temps passe et Kaguya finit par donner naissance à deux fils jumeaux, Hagoromo et Amura. Donc c'est des extraterrestres qui peuvent se reproduire avec des humains? Ouais. Hein? Mais c'était pas un truc de ninja à la base, Naruto? Attends, c'est pas fini. Les enfants de Kaguya sont venus au monde avec leur propre chakra, ce qui a fini par foutre le seum à leur mère parce qu'elle voulait rester la seule détentrice du chakra. Du coup, elle a monté un plan pour voler le chakra de ses gosses en fusionnant avec l'arbre divin, ce qui donna naissance à Jubi. Le monstre commença à détruire le monde et pour l'arrêter, Hagoromo et Amura utilisèrent une technique qu'ils avaient baptisée l'astre de Rikudo, qui leur permit de sceller la bête dans un astre qui deviendra la lune. Mais c'est quoi ce délire? De quoi? Genre dans le monde des ninjas, y avait pas de lune avant ça? Bah ouais. Mais ça n'a aucun sens! S'il y a pas de lune, y a pas de marée! Du coup, comment la vie a fait pour se développer? Pour
Pour empêcher sa résurrection, le chakra de Jubi fut scellé dans le corps de Hagoromo et son enveloppe corporelle, le Gedomazo, fut caché et scellé sur la lune. Des années passèrent et les deux frères avaient monté un clan qui avait pour objectif de veiller sur le Gedomazo. Hagoromo croyait que le chakra était un pouvoir qui reliait toutes choses dans le monde, et il finira par créer sa propre religion basée sur le chakra, le Ninshu. Sa doctrine ayant pour but d'établir la paix et la compréhension mutuelle entre les hommes par la maîtrise du chakra. Hagoromo donna naissance à deux fils, Indra et Asura, dotés dès la naissance de puissantes pupilles et ayant hérité du puissant capital génétique de son père. Indra l'aîné avait une maîtrise innée du chakra. Il fut considéré par tous comme un génie. Conscient d'être un être à part, il accomplit de nombreux exploits à lui tout seul. Indra, grâce aux enseignements de son père, conçut un art dérivé du Ninshu, développé pour le combat, le ninjutsu. Il en était venu à la conclusion que la force et le pouvoir pouvaient tout accomplir. À l'opposé, Asura, le cadet, était tout simplement bon à rien. Il n'avait ni hérité du capital génétique de son père, ni hérité de ses puissantes pupilles. Ouais, en gros, c'est le petit frère un peu naze, mais qu'on aime quand même, quoi. Un peu comme toi. Ouais, je vois pas le rapport. Asura comprit que pour pouvoir un jour égaler son grand frère, il lui faudrait faire énormément d'efforts et avoir beaucoup d'aide. C'est en se soumettant à des entraînements extrêmement rigoureux qu'il parvient finalement à éveiller son chakra, lui conférant autant de puissance que son aîné. Il se rendit compte alors qu'il ne serait jamais parvenu à de tels résultats sans l'aide de son entourage. Contrairement à son frère, Asura en était venu à la conclusion que la bienveillance et l'amour d'autrui étaient la véritable clé de la paix. Hagoromo sentait que les choix de vie de son cadet permettraient au monde de s'épanouir. Il décida alors de répartir la puissance de Jubi qu'il contenait en lui en 9 entités différentes auxquelles il donna à chacune un nom. Hagoromo avait, grâce à son fils Asura, acquis la conviction que l'union faisait la force. Il prit alors la décision de nommer ce dernier comme successeur et gardien du savoir du Ninshu, afin qu'il devienne un guide pour les hommes. Il espérait qu'Indra prêterait sa force pour épauler son petit frère dans cette lourde tâche. Cependant, Indra ne l'entendit pas de cette oreille et de là naquit un conflit. Classique, ça. De quoi? Bah, les gosses qui se font la pouille pour une question d'héritage. Ça casse pas trois pattes à un canard. Eh bien, figure-toi que là, si. Comment ça? Attends, je te raconte. Indra a tellement pris le venin qu'il a décidé de provoquer son frère en duel en étant persuadé que ce dernier était toujours un raté et qu'il ne méritait pas sa place de successeur. Asura a remporté le duel mais son frère ne voulait toujours pas le reconnaître comme l'héritier légitime du Ninshu. Indra décida de se barrer pour créer des années plus tard sa propre secte qui croyait aux préceptes du ninjutsu. Et leur affrontement se poursuivit sur plusieurs générations, le chakra des deux frères se réincarnant dans certains de leurs descendants. Le conflit est en partie mené par deux clans. D'un côté, le clan Uchiwa qui s'est formé avec les descendants d'Indra, détenteurs de puissantes techniques alliées à leurs pupilles héritées de leurs ancêtres. Et de l'autre, les clans Senju et Uzumaki, descendants d'Asura, qui ont été les acteurs majeurs de la révolution du monde shinobi. Ah ouais, en gros, leur histoire d'héritage, ça s'est plus ou moins transformé en guerre mondiale de ninja, en fait. C'est à peu près ça. Ah d'accord. Donc en gros, le monde dans lequel évolue Naruto est issu d'une guerre fracticide entre clans descendants de demi-extraterrestres consanguins. Plus ou moins. Du coup, on peut résumer ça à une guerre de super attardés alors. Pourquoi des super attardés? Bah dans notre monde, la consanguinité ça a plus tendance à créer des attardés. Alors que dans le monde de Naruto, ça crée des mutants qui sont capables de détruire des villages. Vous voyez? Donc des super attardés. Je vois. Vous voyez? Je vois. Mais du coup, si j'ai bien compris, Hagoromo il avait un frère. Il est devenu quoi lui? Ah ouais, je te raconte. Après avoir scellé sa mère à l'aide de son frère, Amura Otsutsuki fonda lui aussi un autre clan et eut lui aussi une descendance. Sa descendance se scinda elle-même en deux branches. La première branche, qui devint le clan Hyuga, bien connu du monde shinobi, resta auprès de Hagoromo et suivit les préceptes du Ninshu. L'autre branche, ayant conservé le nom Otsutsuki, est partie avec Amura vivre sur la lune afin de veiller sur le Gedomazo. Avant de mourir, Amura confia un décret à son clan pour que ces derniers veillent sur l'humanité. En parallèle de l'histoire des shinobi, le clan de la Lune s'est lui aussi déchiré jusqu'à son anéantissement. Au fil des ans, le clan a fini par se diviser en deux branches qui ont chacune interprété différemment le décret laissé par leurs ancêtres. L'une des branches a été persuadée que leur mission était d'anéantir la Terre si jamais le monde façonné par Hagoromo venait à s'égarer. Et comme l'autre branche n'était pas d'accord, ils se sont mis sur la gueule jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Alors c'est la même histoire de super attardés, mais sur la lune? En gros, oui. Mais c'est n'importe quoi! Bah, c'est le dernier arc de Naruto. Mais du coup, ça veut dire que Naruto et Hinata, ils sont plus ou moins cousins? Donc ça veut dire que si Boruto, il est si balèze que ça, c'est parce que lui aussi, c'est un super attardé. Vas-y, en fait, c'est vrai que vu comme ça, c'est un peu Porte-Nawak cette histoire. Carrément! Mais du coup, il se passe quoi après? Bah rien, c'est l'histoire de Naruto. Attends, tu veux dire que toute cette histoire de super attardé demi-extraterrestre, ça se passe à peine 2 générations avant l'histoire de Naruto? 3 générations en fait. Ouais. Ouais, en gros, c'est ça l'histoire de l'origine du chakra dans Naruto. Abonne-toi, mets la cloche.
Ouais.